Le familistère de Guise, dans le département de l'Aisne, à quelques kilomètres de la Belgique. Une expérience unique d'architecture utopiste menée en France durant la seconde moitié du XIXe siècle, sous le Second Empire. Le familistère fut une véritable cité habitée par plus d'1 millier de personnes. Il offrait à une population ouvrière non seulement le confort de quelques 300 logements, mais aussi un ensemble de services exceptionnels pour l'époque. Sa renommée internationale lui valut la visite de Zola, d'Hector Malot, les commentaires de Engels. Aujourd'hui, le familistère est toujours habité par quelques 700 personnes. La façade du familistère donne sur la ville, l'arrière sur la campagne. Pour réaliser son projet, l'industriel se transforme en architecte. Gaudin trace lui-même le plan de sa cité. Pas de geste architectural, mais un programme, comme un catalogue de poils avec son mode d'emploi. Le principe des habitations est simple. 3 parallélogrammes, reliés entre eux par des passages. Au centre de chaque édifice, une vaste cour recouverte par une verrière. Chaque bâtiment représente une unité d'habitation autonome, ce qui permet à Gaudin d'étaler la construction dans le temps. L'habitat collectif et le logement des temps nouveaux. Il offre au plus grand nombre des services inaccessibles autrement, ce que Gaudin appelle les équivalents de la richesse. L'idéal du progrès, dit-il, doit s'incarner dans une forme architecturale supérieure, qui serait aux petites maisons ce que la grande usine est au petit atelier. Côté, les économas qui regroupent les magasins et les écuries du familistère font figure de ferme du château. Mais ce palais-là n'est pas destiné au seul roi. À l'intérieur, il n'y a pas de hiérarchie sociale. Ouvriers, ingénieurs et jusqu'aux patrons, tous habiteront là ensemble dans le palais social. Ici, les appartements sont destinés aux familles, comme l'indique bien le nom dont Gaudin a baptisé son phalanstère, familistère. Une fois dépouillée de sa façade, la structure de l'habitation collective rappelle étrangement nos immeubles modernes. Des étages empilés les uns sur les autres, séparés par une série de parois coupe-feu de 10 mètres en 10 mètres, qui délimitent un espace de base pour 2 appartements. Le concept des appartements est simple. Un même vestibule dessert 2 appartements. Chaque appartement est composé de 2 grandes pièces en enfilade. Chaque pièce fait environ 20 mètres carrés, 4 mètres de large sur 5 mètres de long, avec une belle hauteur sous plafond, environ 3 mètres. De beaux volumes donc, mais pour Gaudin, le vrai luxe en termes d'espace, c'est de pouvoir prévoir 2 emplacements différents pour les meubles. L'espace qui prolonge le vestibule est redistribué en dégagement à usage de rangement, pouvant également servir de cabinet de toilette. Tous les appartements sont extensibles, du 2 pièces au 6 pièces, à chacun selon ses besoins et ses moyens. Gaudin encourage la mobilité des locataires. Un jeune ménage sans enfant, écrit-il, se trouvera plus convenablement logé dans une seule pièce qu'il ne le sera dans plusieurs lorsque la famille se sera agrandie. Mais lorsque les enfants se seront mariés, le logement pourra alors se restreindre au lieu de s'augmenter, et cela dans des proportions inverses. Pour l'organisation des circulations intérieures, Gaudin s'inspire des seuls bâtiments monumentaux destinés au peuple jusque-là, les hôpitaux, les casernes. Pas d'escalier spectaculaire de palais, mais 4 cages d'escalier en retrait, aux angles de la cour, la position la plus fonctionnelle qui permet de garder la lumière et l'espace de la cour pour la vie commune. Gaudin dessine des escaliers semi-circulaires, forme préférable à tout autre, explique-t-il, car c'est la plus commode pour tous les âges de la population. Du côté de la rampe, le jeune enfant trouve les marches étroites qu'il gravit en se tenant au barreau. Et les grandes personnes du côté opposé trouvent ces marches plus larges et plus convenables pour leurs pas.
Marc, là, c'est sympa, hein. La circulation horizontale est réglée par des galeries. Celles-ci ont une largeur de 1,30 m, de telle sorte qu'on puisse s'y croiser sans gêne, sans toutefois nuire à la lumière des appartements de l'étage inférieur. Ces rues-galeries sont inspirées par Fourier. Elles permettent d'accéder aux appartements et sont conçues comme des rues intérieures, protégées des intempéries en toute saison et favorisant les rencontres. Les détracteurs de l'habitat collectif dénoncent d'ailleurs dans cette architecture ouverte une promiscuité de nature à favoriser des rencontres funestes aux mœurs. Au centre de chaque unité d'habitation, la grande cour, couverte d'une verrière, joue le rôle d'une véritable place du village, le lieu où toutes les rencontres convergent. Au rez-de-chaussée de ces cours se trouvaient à l'origine des boutiques, un café, une bibliothèque, des bains. Les familistériens menaient ainsi une vie sociale tout en restant entre eux dans cet espace protégé. Expérimentalisme et pragmatisme marquent toute l'œuvre de Gaudin. À une époque qui consacre l'architecture du fer, Gaudin construit sa charpente en bois. 40 mètres sur 20, près de 1000 mètres carrés de verre reposant sur une structure traditionnelle. Une prouesse technique. Le grand espace de la cour est aussi un espace de fête. C'est là que se tiennent les grandes cérémonies annuelles destinées à renforcer chez les habitants leur sentiment d'appartenance à une élite. Les balustrades transforment les galeries en balcons, écrit Gaudin, pour un spectacle grandiose et bien propre à faire comprendre aux sociétaires la distance qui les sépare de l'état d'abandon où ils se trouvaient naguère dans la maison isolée. Au palais social, la population ouvrière, sans sortir de chez elle, se donne le spectacle des honneurs qui lui sont dus. La fête finie, reste à regarder ce que font les voisins. C'est l'autre versant de l'expérience collective, la surveillance. Le fait principal de l'ordre et de la bonne conduite au familistère, explique Gaudin, c'est que la vie de chacun y est à découvert. Ici, la régulation des comportements se fait par la pression du regard. Vue sous cet angle, la cour et ses coursives évoquent un autre grand type d'architecture collective, la prison. Ceux qui enfreignent le règlement du familistère sont dénoncés par les autres, mis à l'amende et en cas de récidive, leurs noms sont affichés sur un tableau avec exposé de l'infraction. L'habitat collectif, tel que le conçoit Gaudin, est inséparable de ce qu'on appelle aujourd'hui les équipements. Il mettra 20 ans à construire sa cité. 1859, premier bâtiment d'habitation. 1865, le second, avec à l'arrière, la crèche, appelée Pouponat. Puis les économas, les magasins du familistère, avec basse-cour et écurie. Le potager est à l'arrière. 1869, les écoles et le théâtre. 1870, le lavoir et la piscine. Enfin, en 1879, la dernière aile des habitations est érigée, 13 ans après le bâtiment central. L'organisation d'une telle cité fait de Gaudin un des pionniers de l'urbanisme moderne. Fourier avait prévu une église pour son phalanstère. Gaudin remplace celle-ci par un théâtre qu'il place en face des habitations. Ce théâtre est dans son esprit comme la fabrique de son homme nouveau, le familistérien. Cette architecture-là n'est d'ailleurs pas sans rappeler celle de l'usine, malgré une modénature soignée. Ce n'est donc pas un hasard si le théâtre est flanqué des écoles, tel le grand atelier des adultes entouré des petits ateliers des enfants.
À l'arrière du bâtiment d'habitation centrale, on trouvait aussi le pouponat, aujourd'hui disparu, le plus petit des ateliers, encore relié comme par un cordon ombilical au bâtiment mère. Ainsi, crèche, école, théâtre constituent comme un axe éducatif qui traverse le centre de la cité. Et pourtant, pour Gaudin, l'architecture doit être au service des hommes. Au Familistère, tous les appartements sont traversants, éclairés et ventilés par de grandes fenêtres qui donnent sur l'extérieur et sur la cour. Car pour Gaudin, la clarté répandue partout dans l'habitation est le signal du progrès intellectuel et moral des générations qui vont renaître à la nouvelle lumière sociale. La lumière doit donc pénétrer partout, du grenier à la cave. Sous la cour, la réserve des économas est éclairée au moyen d'un quadrillage de grilles. Éviter l'effet de serre sous la verrière est une autre gageure que Gaudin relève. Il invente et réussit un système de climatisation avant l'heure, simple et entièrement naturel, réalisant ainsi le rêve de Fourier d'un espace tempéré toute l'année. L'air pénètre dans la cave au moyen de grands soupiraux où il constitue une réserve d'air frais en été, tiède en hiver. Il est ensuite redistribué dans la cour par des soupiraux latéraux. Des ouvertures dans la verrière créent un appel d'air permanent. Autre invention moins spectaculaire mais promise à une grande postérité, la trappe à balayure, ancêtre du vide-ordures. Enfin, Gaudin amène l'eau courante au Familistère. À chaque étage, il place une fontaine et des cabinets d'aisance, ce qui rend le Familistère plus confortable que la plupart des immeubles bourgeois au même moment à Paris. Et ce que la nature ne produit pas, Gaudin s'ingéniait à le fournir par ses propres moyens. Il récupère l'eau chaude de l'usine pour alimenter le bâtiment du lavoir où se trouvent aussi des cabines de bain et, comble du luxe, une piscine. Air, espace, lumière. Gaudin définit tous ses besoins humains pour son architecture. Un siècle plus tard, Le Corbusier reprendra les mêmes thèmes pour sa cité radieuse, unité d'habitation collective qui rappelle en tout point les principes définis par Gaudin et Fourier.